Tu écoutes aujourd'hui Un mot à la fois, le podcast. Chaque histoire commence par un mot. Mais parfois, ce mot révèle ce qu'il y a de plus sombre en nous. Bienvenue dans Un mot à la fois. Je suis Rianne, autrice et lectrice, et chaque vendredi, je t'emmène explorer des livres intrigants, des coulisses d'écriture et les zones sombres de la psychologie humaine. Pourquoi le mal fascine ? Pourquoi certains personnages franchissent la ligne ? Et comment se construisent la peur, l'emprise, la manipulation, mais aussi la survie. Ici, on décortique les histoires qui dérangent, qui questionnent et qui ne nous quittent pas vraiment. Un mot à la fois. Abricot, obrigado. C'est où abrigo ? On me l'a faite à toutes les sauces. Et oui, l'une des grosses particularités de mon thriller psychologique Le goût du silence, c'est que l'histoire ne se déroule pas dans une ville réelle. Elle se déroule à Abrigo, une ville que j'ai inventée de toutes pièces. Mais alors, pourquoi avoir fait ce choix ? Alors que j'écris dans un genre où les histoires se déroulent en général dans le monde réel et non dans des pays imaginaires. Est-ce que je me prends pour une autrice de fantaisie ? Et d'ailleurs, comment je m'y suis prise pour construire ce monde fictif ? Eh bien, on va répondre à toutes ces questions dans cet épisode. On va commencer par le début. Pourquoi est-ce que j'ai créé une ville fictive alors que j'écris un thriller psychologique ? Il y a beaucoup de villes dans ce monde qui auraient pu servir de décor à mon histoire et qui auraient pu complètement transmettre l'ambiance que je voulais créer. Mais non, j'ai décidé de créer une ville fictive. Pourquoi ? Parce que j'avais envie de créer mes propres règles. Je ne voulais pas être limitée par ce qu'on voit dans la vraie vie. Je ne voulais pas être limitée notamment en termes de législation, en termes de politique, parce que dans Le goût du silence, ce sont des sujets que j'aborde et j'avais vraiment envie de créer une ambiance spécifique dans cette ville. Et donc, le fait de créer une ville fictive me permettait de mélanger plusieurs inspirations que j'avais sans avoir à respecter une géographie exacte. Pour te donner un exemple, j'habite en France, en Europe, mais pourtant, ma culture générale est très influencée par le fait que je vienne du Congo, par le fait que j'ai beaucoup regardé consommer des contenus américains, par le fait que aujourd'hui je consomme pas mal de contenus asiatiques, notamment coréens. En fait, le fait même de si j'écrivais avec une ville qui était uniquement en France, ça me restreignait parce que mon inspiration, en fait, elle vient de tout ça, de tout ce qui a construit ma culture générale. Et j'avais besoin d'avoir cette liberté dans mon écriture, de me dire, ok, je peux piocher dans les choses que je vois en France, tout comme je peux piocher dans mon enfance au Congo, tout comme je peux piocher parce que m'inspirent les États-Unis, parce que m'inspire tel ou tel pays en Asie, en Amérique latine, enfin bref. Je voulais en fait que le monde soit mon terrain de jeu. Et la meilleure chose pour faire ça, c'était simplement de créer une ville qui n'existait pas. Et puis comme je te l'ai dit, vraiment le fait de créer une ville fictive, ça permet vraiment d'être libre. Je pouvais déplacer les rues comme je voulais, ce que j'aurais pu faire aussi avec une vraie ville. Mais les personnes et mon lectorat, les personnes qui connaissent la ville que j'aurais pu choisir, auraient pu se dire mais c'est bizarre, c'est pas comme ça. Alors que là vraiment, le fait d'avoir inventé ma ville, je peux placer les éléments où je le souhaite. Je peux créer des zones d'ombre sans me demander si ça correspond vraiment à la réalité. Donc le choix de faire qu'Abrigo soit une ville fictive, c'était vraiment avant tout un choix de liberté. Le but n'était pas de me restreindre, mais plutôt de pouvoir laisser mon imagination faire ce qu'elle avait envie de faire. Parce que, je ne l'ai jamais dit, mais au début, lorsque j'ai commencé à écrire Le goût du silence, il y a très très longtemps, j'ai commencé en écrivant dans une ville réelle. Je dirais pas à laquelle, mais au début, je me suis pas inspirée, j'ai carrément placé le décor dans une ville réelle et très vite,
J'ai été bloquée parce que notamment en termes de politique, en termes de législation, en termes de même des limites géographiques, ça m'a vite bloquée. Et jusqu'à ce qu'un jour, mon père me dise, mais tu sais, pour ton histoire, tu peux complètement faire quelque chose qui n'existe pas. Et mon père, c'est une personne qui ne lit pas du tout. Il n'est pas du tout dans la littérature. La lecture, c'est pas son truc. Et pourtant, il m'a dit ça. Et au début, j'avais un blocage. Je me suis dit, mais non, c'est plutôt dans la fantaisie qu'on fait ça, ou limite dans la science-fiction. Moi, j'écris dans le genre du thriller, du polar. Pourquoi est-ce que je ferais ça dans ce genre-là? En général, ça se passe toujours dans des vraies villes, avec des éléments de la vie réelle. Pourquoi j'inventerais? Et en fait, j'ai cogité et je me suis dit, mais en fait, c'est mon père qui a raison. Il a complètement raison de me dire d'inventer quelque chose. Et à partir du moment où j'ai intégré ça, mais oh là 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 là, mais mon imagination, ça a vraiment, ça fait des pépites dans ma tête. Alors oui, Abrigo, donc, c'est une ville fictive. Mais pour autant, il fallait que cette ville soit crédible, qu'elle soit familiarisante, mais légèrement inquiétante. Et pour ça, je me suis vraiment prêtée au jeu. J'ai créé une ville avec ses codes, avec j'ai notamment fait un peu je sais plus comment on dit ça, la carte d'identité de la ville, je sais plus trop c'est quoi le terme, mais voilà, j'ai imaginé ses limites géographiques, j'ai imaginé sa population, sa démographie, le nombre d'habitants qu'il y aurait dans cette ville. Donc je te le dis, c'est une ville de 18 000 habitants et des poussières. J'ai imaginé le passé de cette ville, quand elle a été construite, qui sont les fondateurs de la ville, quelles sont les mœurs dans cette ville, quelle est sa devise, son emblème. Enfin, j'ai vraiment joué le jeu, quoi, comme si j'étais en train de créer un pays, et vraiment c'est passionnant de faire ça. Et donc, pourquoi est-ce que Abrigo s'appelle Abrigo et pas Obrigado, comme certaines personnes me l'ont fait, ou bien Abrico? Non, c'est Abrigo. Je t'en ai déjà parlé dans l'épisode 27, un mois à la fois Abrigo. Mais voilà, je voulais revenir encore sur l'explication du comment, du pourquoi, du nom de cette ville. C'est que Abrigo, c'est une ville, comme je te l'ai dit, avec 18 000 habitants et des poussières, qui est une ville plutôt tranquille. Une ville où il ne se passe pas grand-chose. Du moins, c'est ce que cette ville veut vous faire croire. Et c'est pour ça que ce n'est pas rien que je l'ai appelé Abrigo. Je me suis vraiment fait des nœuds au cerveau à trouver un nom qui collerait parfaitement avec l'ambiance que je voulais instaurer. Parce qu'en espagnol, Abrigo, ça veut dire manteau. Ou bien ça veut dire refuge ou protection. Et j'aimais beaucoup cette idée. L'idée d'avoir un endroit qui est censé protéger, un endroit qui est censé être un refuge. Sauf que dans mon roman, Abrigo est un refuge ambigu. C'est une ville qui va te donner l'impression qu'elle est calme, qu'elle est contenue, que voilà, c'est une ville ordinaire, tu vois. Marisa, quand elle y retourne, c'est vraiment, voilà, elle retourne au bercail, c'est tranquille. Elle vient de quitter la grande ville pour retourner dans la petite ville où elle a laissé tous ses proches. Donc on se dit, voilà, petite ville pépère. Sauf que c'est une ville qui cache quelque chose de beaucoup plus lourd que ça. Et en fait, au fil des pages, en tant que lecteur, lectrice, vous allez vous rendre compte petit à petit qu'à Abrigo, il y a plein de choses qui ne vont pas. Plein de choses. Je ne vais pas te dire quoi, au risque de spoiler pour les personnes qui n'ont pas lu. Mais voilà. Donc moi, je voulais vraiment que Abrigo soit un refuge qui ne protège pas toujours, ou même pas du tout. Le nom de la ville promet le refuge, mais l'histoire elle-même révèle plutôt l'étouffement, les secrets. Donc, comme dit précédemment, j'ai carrément créé la fiche d'identité d'Abrigo. Mais pour autant, je n'ai pas commencé Abrigo par une carte, mais je l'ai plutôt commencé comme une sensation. J'ai d'abord pensé à l'ambiance de la ville avant de dessiner sa carte. Donc, dans l'ambiance d'Abrigo, c'est quoi? Je voulais vraiment qu'il y ait ce sentiment qu'il y a un silence ambiant qui traverse la ville, qu'il y a un peu ce sentiment cette sensation, d'humidité, non pas de moiteur, mais humidité, froideur, qu'il y ait ce sentiment que
tout le monde ou certaines personnes savent certaines choses, mais qu'elles le cachent et que vraiment c'est une ville où il y a des secrets, mais que ces secrets ne disparaissent jamais vraiment. Donc, avant de savoir où aller, où est-ce que j'allais placer telle rue, tel bâtiment, je voulais vraiment ressentir quelque chose qu'en tant que lecteur, lectrice, vous ressentiez quelque chose lorsque vous arrivez dans Abrigo, que vous ayez vraiment ce sentiment doux, amer, qu'il y a une sorte de tension, mais vous ne savez pas encore quoi en fait exactement. Et petit aparté, une chose marrante dont je me suis rendu compte l'autre fois, c'est que, tu vois, tout à l'heure je vous disais que j'ai écrit le Abrigo en ayant vraiment cette sensation, que vous ayez cette sensation d'humidité, de froideur, de quelque chose de lourd, pesant, ok. Mais l'autre fois, je me baladais en forêt et je me suis fait la réflexion que la plupart des scènes dans mon roman se déroulent la journée. Vraiment, c'est ironique parce que dans Le goût du silence, l'histoire se déroule en automne, donc c'est vraiment l'ambiance parfaite pour ce que je voulais instaurer. Mais à Abrigo, l'automne peine à s'installer. Au début même, il y a certains personnages qui se plaignent de la chaleur. Voilà, c'est toujours la photo réchauffement climatique. Donc, je trouve ça marrant quand même, hein, pour une personne qui dit qu'elle voulait que sa ville soit humide, qui a un peu cette sensation de brouillard épais, tu vois, quand t'es dans une sorte de gros brouillard, là, avec les nuages qui sont gris, gris, blanc, enfin, un peu, vraiment l'automne, quoi. Et pourtant, quand j'analyse vraiment ce que j'ai écrit, en fait, ce que mes doigts ont tapé, c'est plutôt une ville, au début en tout cas, qui est plutôt solaire. Parce qu'il y a même une scène où on parle de champs, non, je dis pas tournesol. Au début, j'y ai pensé, mais je crois que je l'ai pas mis dans le roman, je sais plus. Mais il y a une scène carrément où je disais des champs de tournesol brûlés par le soleil. Non mais n'importe quoi. Hein. Vraiment, je suis complètement partie à côté. Et pourtant, mon lectorat me dit souvent que l'ambiance fait vraiment thriller, qu'on est vraiment dans une ambiance pesante, où il y a vraiment ce silence, cette méfiance, les secrets, que vraiment tout y est. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les personnes qui ont lu Le goût du silence. On m'a même dit une fois qu'ils avaient le sentiment que à chaque fois, Le goût du silence, ça se déroulait vraiment dans une forêt sombre. Vous voyez, en fait, donc moi je me dis, je voulais mettre en place cette ambiance-là. Au final, en écrivant, en tout cas au début du roman, hein, une bonne partie au début du roman, l'automne n'est pas encore installé, il y a carrément même des journées ensoleillées et tout. La plupart des scènes se passent dans la journée, soit en fin de matinée ou en fin d'après-midi. C'est très rare qu'il y ait des scènes le soir et tout. Et pourtant, mon lectorat me dit que, voilà, ils ont réussi à sentir cette ambiance oppressante, pesante qu'on ressent dans le genre du thriller. Donc pour ça, je suis plutôt contente parce que je pense que j'ai respecté le contrat en fait. J'ai respecté le contrat et c'est tout ce qu'il fallait. C'est tout ce qu'il fallait. Donc pour les personnes qui m'écoutent et qui ont déjà lu Le goût du silence, allez checker les premiers chapitres, vous allez me dire, vous allez vraiment voir que ça se passe la journée. Et pour les personnes qui ne l'ont pas lu, lorsque vous lirez, vous me direz si vous voulez me faire un retour sur Insta et tout ça. Je suis preneuse. Donc voilà, on a fait la carte d'Abrigo, on a fait l'ambiance d'Abrigo. Ah non, avant de parler de la carte, on va parler d'abord du fait que Abrigo, je vois vraiment cette ville comme un personnage. Je t'en avais déjà parlé dans l'épisode 27. Voilà, si tu as envie d'écouter, vas-y, c'est un épisode assez court. Mais je voulais revenir dessus aussi. Je voulais vraiment qu'Abrigo fonctionne comme un personnage parce que Abrigo, c'est une ville qui porte son silence. C'est une ville qui a ses habitudes, qui a des zones interdites, qui a des souvenirs. Et vraiment, elle n'agit pas comme un personnage humain, bien sûr, mais elle va influencer tout. Elle va influencer les choix des personnages, elle va influencer les peurs des personnages, elle va influencer les déplacements. Oui, parce que lorsque Marisa mène ses différentes enquêtes, voilà, elle se déplace et la façon dont j'ai configuré la ville fait que Marisa va souvent passer à certains endroits. Je vais t'en parler juste après. Mais Abrigo va aussi influencer les non-dits. Et pour résumer tout ça,
En fait, dans certains romans, tu te rendras compte que les personnages traversent un décor. Ils vont se rendre d'un lieu à un autre. Mais dans Le Goût du silence, bien sûr les personnages le font, mais j'avais aussi envie que le décor traverse les personnages. J'avais envie vraiment que le décor porte, porte le silence, porte la méfiance, l'isolement, les secrets, que vraiment cette ville donne cette sensation étrange d'à la fois de protection, mais aussi d'étouffement. Mais du coup, la question revient encore, concrètement, comment je m'y suis prise pour construire Abrigo? Et c'est là qu'on va parler notamment de la carte d'Abrigo. Parce que oui, il y a une carte réelle, elle est là juste sous mes yeux. Donc, qu'est-ce que j'ai mis sur la carte d'Abrigo? Eh bien, à Abrigo, comme toute ville qui se respecte, il y a des lieux publics. Donc, il va y avoir différentes rues. Je ne me suis pas amusée non plus à nommer toutes les rues. C'était pas le but. J'ai pas fait un world building comme dans la fantasy. On reste toujours, voilà, j'écris du polar thriller, moi. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'intrigue, les enquêtes, etc. Donc, il fallait que je crée une carte qui était fonctionnelle avec des éléments dont j'avais vraiment besoin pour mon intrigue. Donc, bien sûr, il y a des rues qui sont nommées. Même, en fait, non, hein, il n'y a qu'une seule rue qui a un nom. Parce que même la rue dans laquelle habitent Marisa et son père n'a pas de nom. Mais elle est placée sur une carte. Donc, j'ai donc créé des rues, des commerces. Il y a un hypercentre avec une cathédrale, comme toute ville qui se respecte. Voilà, en France, on sait que toutes les villes ont des cathédrales. Donc, je me suis aussi inspirée de ça. Il y a aussi certains lieux d'intérêt, comme le commissariat de la ville. Il va y avoir le drive-in, il va y avoir Sol's Diner, c'est vraiment, ça c'est le QG de Marisa, Apple et Patrick. Il va y avoir l'agence de détective où travaillent Marisa et Jackson. Il va y avoir, quoi d'autre? Attends, je prends la carte vraiment là, elle me ziote, mais je ne l'ai pas exactement sous les yeux. Je vais la prendre. Alors, qu'est-ce que j'ai mis dans la carte? Ah oui, effectivement, il y a la maison de Marisa et Jackson. Il va y avoir aussi la maison d'Apple, la maison de Lucas. C'est un personnage qu'on voit pas trop, mais la maison de Tony, le quartier des artistes. Vraiment, ce sont les points d'intérêt. J'ai pas placé tout. J'ai vraiment placé les points d'intérêt sur cette carte. Et ensuite, aussi, chose que je n'ai pas forcément mise sur la carte physique en soi, mais on va retrouver ça plutôt entre les pages du roman, ça va être les lieux intimes, les endroits où les personnages vont baisser la garde. Ça va notamment être Marisa dans sa chambre ou encore Jackson à l'agence de détective, Jackson dans sa voiture, Jackson et Tony dans le garage de Tony, Apple en train de fouler les rues d'Abrigo parce que Apple c'est une personne qui court, une joggeuse, je sais plus comment on dit, les personnes qui font du footing, une joggeuse? Ouais, on va dire ça. Donc Apple elle court, donc elle foule les rues de la ville. Et notamment, c'est grâce à elle que j'ai pu donner le nom à une rue parce que c'est un de ses sentiers préférés. Bref, petit aparté. Il va y aussi avoir Sol's Diner parce que vraiment, c'est le QG de Marisa, Apple et Patrick. Donc là, on va voir les lieux intimes que j'ai voulu mettre dans le roman. Et ensuite, il va y avoir les lieux sombres, les endroits où tout bascule. Je fais pas de spoil parce que vraiment, c'est dans le résumé du livre. Mais par exemple, un endroit phare dans ce roman, c'est l'étang au canard. L'étang au canard, pardon. Et l'étang au canard, en fait, je ne vais pas expliquer parce que ce sera expliqué dans le roman, mais c'est le nom que Marisa donne au parc. Pourquoi? Il faudra lire le roman pour savoir. Donc, il y a l'étang au canard. Il y a aussi la frontière avec Real Baya. Real Baya, c'est une ville limitrophe d'Abrigo. Il y a aussi la frontière avec Safe City. Ça, pareil, c'est aussi une autre ville limitrophe d'Abrigo. Il va y avoir certaines villas dont je ne citerai pas le nom ici, au risque de te spoiler. Mais voilà, tout ça, ce sont des espaces vraiment, des points d'intérêt que j'appelle des lieux sombres parce que ce sont des endroits où
où l'histoire va basculer. Donc, tu l'auras compris, Abrigo, en fait, c'est une ville qui a été construite sur plusieurs couches. Il va y avoir la ville visible avec les points d'intérêt que je t'ai cités tout à l'heure, tout comme il va y avoir aussi la ville invisible, ça va vraiment être les lieux qui gardent les secrets. Donc là, ce sont les lieux sombres, comme je te l'ai dit tantôt. Et puis, mon roman s'appelle Le goût du silence. Et sa ville s'appelle Abrigo. Et en fait, il y a un lien. Pourquoi ? Parce que dans le goût du silence, le silence n'est pas seulement l'absence de bruit. Je le dis souvent, hein, mais vraiment le silence, ça va être toute cette ambiance que j'ai essayé d'instaurer. Ça va être, le silence, ça va aussi être une manière de survivre. Et ça, Abrigo le porte tout le temps. Parce qu'Abrigo, c'est une ville où certaines choses sont tues au grand public. C'est une ville où le silence peut être à la fois une protection, une peur ou encore une complicité. Et à Abrigo, lorsqu'on croit qu'il y a du silence, c'est pas vrai. Ce silence, il contient toujours quelque chose. Et ça, c'est au personnage et à toi, lecteur, lectrice, de le découvrir. Une ville révèle toujours quelque chose des personnages. Elle va révéler notamment la manière dont ces personnages regardent la ville, la manière dont ils s'y déplacent, dont ils s'y sentent en sécurité ou en danger. Et finalement, en fait, Abrigo parle plus des personnages du goût du silence que d'Abrigo même. Parce que pour Marisa, notamment l'héroïne de mon roman, Abrigo n'est pas seulement un lieu. Au début, ça va être l'endroit où se trouvent ses repères, où se trouve sa famille, ses amis. Mais au fur et à mesure, Abrigo va devenir un espace qu'elle doit comprendre, un espace qu'elle doit traverser et parfois subir. Et donc, selon les moments, la ville peut être soit familière, soit oppressante, soit étrangère, soit même hostile. Alors, on a beaucoup causé durant cet épisode, mais si tu devais retenir quelque chose, c'est qu'un univers fictif n'a pas besoin d'être immense pour être puissant, parce que Abrigo, avec ses 18 000 habitants, je pense pas que ce soit un truc énorme, parce que parfois, il va juste suffire d'une ville, il va suffire d'un nom, d'un silence, d'une rue où quelque chose cloche. Et pour moi, Abrigo, c'est exactement ça. C'est un lieu inventé, mais c'est un lieu qui est chargé d'émotions, de beaucoup d'émotions positives, tout comme négatives. Parce que oui, dans Abrigo, il y a aussi du positif, oui, parce que je te laisse lire pour découvrir ça. Il n'y a pas que du négatif, on est dans un thriller, mais voilà, on n'aime pas que souffrir. Et d'ailleurs, je ne suis pas la première autrice d'un genre différent à piquer les codes de world building de la fantasy. Je ne suis pas la première autrice à avoir créé un monde fictif alors que ce ne sont pas des choses qui se font dans son genre. J'ai notamment je lis beaucoup de romances, maintenant tu dois le savoir, et notamment en romance, il y a 2 autrices que j'aime beaucoup qui ont fait la même chose. Il y a d'abord Harry Augustin qui a écrit la romance psychologique Crowned Wedding, mon anglais, pardon, et dans Crowned Wedding, elle a carrément créé un pays fictif qui est situé dans notre monde actuel. Et c'est passionnant parce que Harry, elle a fait ça bien. Elle a créé, en fait, c'est un peu comme ce que j'ai fait, mais en plus, elle le montre vraiment dans son roman. C'est vraiment très présent. Alors que moi, dans mon roman, c'est un peu plus suggéré. Elle le montre vraiment. Il y a carrément elle a fait une carte. Elle a carrément créé la politique du monde, les codes, etc. Il y a même une langue, enfin c'est passionnant, elle a vraiment très bien fait ça et ça se marie très bien dans sa romance et le roman en soi, sans parler du fait qu'elle ait créé un monde, est juste sublime. C'est une romance psychologique et j'adore. Et sa plume est d'une justesse, je voulais dire, voilà. Et la deuxième autrice à avoir fait ça, que j'ai découvert en début d'année, c'est Jo Ann von Haff.
J'espère que je prononce bien ton nom, Joanne. J'avais déjà parlé d'elle dans l'épisode que j'ai tourné avec Lonilia. C'était dans Hors chapitre 3. Si tu veux aller écouter, vers la fin de l'épisode, on a passé une vingtaine de minutes à parler de Joanne. Mais on a coupé parce que voilà, on a beaucoup parlé. Mais revenons à notre sujet. Joanne, pourquoi j'aime bien? Parce qu'elle a carrément créé une saga de romances avec plusieurs livres. Il y a carrément des one-shots, il y a des séries, etc. Et tous, ils se déroulent dans un pays qui n'existe pas, qui s'appelle la République de l'Afrique australe. Mais oh là 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 là, le job que Joanne a fait, c'est juste impressionnant. Mais à chaque fois, je vais sur son site internet parce que je suis impressionnée par son travail en fait. Tout ce qu'elle a créé, c'est comme ce que Harry et Augustin a fait. Hein. Elle a vraiment créé voilà, un pays qui n'existe pas, qui se trouve quelque part en Afrique, avec sa langue, avec ses habitants, son histoire. Elle a carrément écrit un livre qui revient, je crois, 15 ans en arrière, avant le premier livre qu'elle a écrit dans ce monde, pour montrer en fait comment il y a eu une guerre civile qui s'est passée dans ce pays et les répercussions que ça a eu sur les personnages qu'on va découvrir tout le long de la saga, etc., etc. Je pourrais en parler pendant des heures, c'est juste brillant. Et tout ça, ces deux autrices, elles écrivent de la romance. Et en général, dans la romance, les histoires, elles se passent dans des pays qu'on connaît, quoi. Et ce genre le travail qu'elles ont fait, en général, c'est dans la fantaisie qu'on le fait. Et pourtant, elles en fait. Donc, comme quoi, en fait, mon père, à l'époque, il le savait pas, mais il m'a donné la meilleure idée qui soit, en fait. Il m'a dit, arrête de te limiter et écris ce que tu veux écrire. Et merci, papa, de m'avoir libérée pour ça. Je ne prévoyais pas de faire une séance dédicace ici, mais voilà, j'étais prise dans mon lit. Voilà. Allez, j'arrête. Avant de se quitter, parce que vraiment cette fois on va vraiment se quitter, avant de se quitter, je voulais te dire que voilà, la carte que j'ai créée d'Abrigo, je ne l'ai pas gardée pour moi, tu la retrouves au début de mon roman Le goût du silence, c'est vraiment parmi les premières pages, ça te permet de te situer, il y a certains qui m'ont dit qu'ils revenaient souvent dessus pour notamment se situer lorsqu'ils il lisait certaines scènes, et aussi si tu as envie de l'avoir en physique comme moi, ce bruit que tu entends, c'est ma carte plastifiée que je suis en train de secouer devant le micro. Si tu as envie de l'avoir en physique comme moi, elle est disponible sur mon site internet. C'est notamment possible de la voir si tu prends le pack Braise, parce que dessus, du coup, il y a certains goodies. Et l'un des goodies, c'est la carte d'Abrigo. Voilà. Si tu savais pas, maintenant tu sais. Tous les liens de tout ça, de toute façon, sont dans la description de l'épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, abonne-toi et laisse un avis sur ta plateforme d'écoute. Et si tu veux aller plus loin, découvre mon roman et les clubs de lecture. Les liens sont en description. Je te donne rendez-vous vendredi prochain et d'ici là, viens me dire quel livre tu conseillerais au club un mot à la fois. En attendant, prends soin de toi et profite d'un bon livre. Ciao!